Après avoir découvert que ma femme me trompait, j'ai échangé ses pilules contraceptives. Maintenant elle est enceinte de son amant, et elle ne sait pas quoi faire. Je l'observais comme si chaque geste pouvait être la dernière pièce d'un puzzle. Et plus elle souriait, plus j'en étais convaincu, quelque chose clochait. Elle croyait tout contrôler. Elle ignorait complètement ce que je savais déjà, et ce que j'étais sur le point de faire. J'étais assis devant la télé, faisant semblant de m'intéresser au match de baseball. C'était un samedi après-midi, et Jane venait de nous préparer un rôti pour le déjeuner. Tandis qu'elle faisait la vaisselle, je fixais l'écran, l'esprit ailleurs. Chaque fois qu'elle se retournait, je la scrutais. C'est une belle femme. Pas un mannequin de couverture, mais elle attire les regards. Grande, silhouette voluptueuse, cheveux châtains clairs ondulés jusqu'au bas du dos. Ses grands yeux bruns ont cette façon de vous regarder, on se sent unique. Elle m'a toujours fait cet effet-là. Nous sommes mariés depuis 7 ans et avons 2 filles, Nancy, 5 ans, et Stella, 4 ans. On travaille tous les deux à temps plein, donc ma mère garde les petites pendant la journée. On les récupère après le boulot. Après la naissance de Stella, j'ai décidé de me faire une vasectomie. On pensait que 2 enfants, c'était suffisant. Mais ce jour-là, mes pensées n'étaient pas tournées vers les filles, qui jouaient calmement dans leur chambre. Mon esprit était occupé par tous les signes que j'avais remarqués chez Jane ces derniers mois. Tout avait commencé par de petits détails. Elle s'habillait plus sexy, plus soignée. Elle passait aussi plus de temps au travail. Pris séparément, rien d'alarmant. Mais tout mis bout à bout, ça m'a mis mal à l'aise. À la maison, son comportement avait changé aussi. Quand on regardait la télé et que je faisais un commentaire, elle répondait de façon floue, comme si elle ne m'écoutait pas. Ses yeux étaient sur l'écran, mais sa tête, ailleurs. Côté intime, on faisait encore l'amour, quelques fois par semaine, mais certaines nuits, elle tournait et virait dans le lit sans trouver le sommeil. Elle avait l'air préoccupée, mais ne disait rien. Et moi, j'avais peur de poser la question directement. Peur que ça la pousse encore plus loin. On avait toujours été honnêtes l'un envers l'autre. Alors je ne comprenais pas pourquoi, cette fois, elle me cachait quelque chose. Jane a toujours été une excellente cuisinière. Elle adore tester de nouvelles recettes, passe des heures à chercher des idées sur Internet. Elle est active sur des forums de cuisine, échange des conseils, apprend des autres. Je savais qu'elle utilisait le pseudo « Janina », un surnom que son père lui donnait enfant. Je l'ai vue plusieurs fois discuter dans des chats culinaires. Au début, je ne m'en préoccupais pas. Mais petit à petit, j'ai senti que ces discussions allaient bien au-delà des recettes. Un soir, pendant qu'elle débarrassait la table, une idée m'est venue, pourquoi ne pas entrer moi-même dans ce chat? Je pouvais me créer un faux profil et voir avec qui elle parlait. J'ai même pensé à me faire passer pour quelqu'un d'autre et démarrer une conversation avec elle, juste pour voir ce qu'elle dirait. Mais après réflexion, j'ai trouvé ça trop risqué. Je ne voulais pas qu'elle découvre que je l'espionnais. Une semaine est passée, et rien n'a changé. Jane restait distante, comme enfermée dans son propre monde. Même nos filles semblaient se battre pour attirer son attention. Alors j'ai décidé d'agir. Le lendemain, au travail, je me suis inscrit sur la même plateforme qu'elle. J'ai choisi le pseudo « Nouvelle Maman ». Je me suis dit qu'en me faisant passer pour une femme, les autres seraient plus ouverts à discuter. Je savais qu'elle se connectait vers 20h, après avoir couché les filles. Ce mardi-là, j'ai attendu. Je suis allé dans le petit bureau à côté de la salle de bain, là où se trouve son ordinateur. Je lui ai dit que j'allais dans mon bureau finir quelques tâches. Elle a simplement hoché la tête, l'air distraite. Je suis descendu rapidement au sous-sol, dans mon home office. En quelques minutes, j'étais connecté sur le chat culinaire. J'ai attendu que le pseudo « Janina » apparaisse. Il y avait 5 femmes connectées, échangeant des astuces sur le cheesecake parfait. 5 minutes ont passé, et je cherchais toujours « Janina » parmi les participants. Soudain, une des femmes m'a envoyé un message, me demandant si j'avais une recette spéciale de cheesecake. Je n'y connais rien en pâtisserie, alors j'ai répondu que je n'en avais jamais fait, mais que j'étais là pour apprendre. Pendant que je tapais ma réponse, j'ai vu apparaître le pseudo « Janina » comme nouvelle participante dans la salle. Tout le monde, y compris elle, a commencé à me donner des conseils, quel fromage utiliser, quelle quantité, les petits trucs pour réussir la cuisson. La salle s'est remplie vite. En quelques minutes, il y avait une douzaine de personnes qui parlaient en même temps,
c'était difficile à suivre. J'ai profité d'un moment de calme pour demander à Janina de m'envoyer sa recette par email. J'ai donné une adresse que j'avais créée exprès pour ce moment. Le lendemain, alors que je travaillais, j'ai trouvé un email de sa part avec la fameuse recette. J'ai été surpris, cette adresse email, je ne l'avais créée que pour ce test. Jane n'avait jamais rien caché de moi auparavant. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai passé le reste de la journée à me sentir coupable. Elle ne devait jamais découvrir que, nouvelle maman, était en réalité, son propre mari. Et pourtant, j'ai décidé de continuer. Le lendemain, je lui ai écrit pour dire que j'avais essayé sa recette et que le gâteau était délicieux et que mon mari avait adoré. Très vite, on a commencé à échanger des mets régulièrement. Ensuite, on s'est mis à discuter hors du chat culinaire. On s'est ajouté comme amis sur la plateforme, ce qui nous permettait de parler à tout moment, même en dehors des salons de discussion. Pendant ce temps, à la maison, son comportement avec moi et les filles se dégradait. Notre intimité aussi s'était devenue une fois par semaine, et encore, elle avait l'air absente, comme si elle faisait ça par obligation. Malgré tout, nos échanges continuaient. Petit à petit, la culpabilité s'estompa, mais je ne pouvais pas ignorer que notre couple partait à la dérive. Jane s'éloignait de plus en plus, même de ses filles. Elle restait une mère attentionnée, mais on voyait bien que son esprit était ailleurs. C'est là que j'ai commencé à soupçonner qu'il y avait un autre homme. Engager un détective privé n'était pas une option. Et je ne pouvais pas non plus la suivre au travail, je ne connaissais presque rien de son bureau ou de ses collègues. Jane était secrétaire juridique dans un grand cabinet d'avocats. Moi, je travaillais dans une banque. Nos horaires étaient presque identiques, ce qui compliquait toute tentative de filature. Un soir, pendant une de nos conversations en ligne, j'ai décidé d'orienter le sujet vers quelque chose de plus personnel. J'ai dit que je m'appelais Lucie et que je vivais en Floride. Jane m'a répondu qu'elle habitait au Texas et qu'elle travaillait comme secrétaire juridique, s'occupant des contrats et de la paperasse pour les avocats du cabinet. Puis elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie. J'ai inventé que j'étais en congé maternité, mais que je retournais bientôt à mon poste de caissière dans une banque. Jane a réagi avec enthousiasme. « Oh, mon mari travaille aussi dans une banque. Il est développeur. » Ensuite, elle m'a demandé « Comment il s'appelle, ton mari ?» Tout se déroulait mieux que prévu. Jane me racontait des choses vraies. J'ai répondu que mon mari s'appelait Lorenzo et qu'il travaillait dans les assurances. Ensuite, on a changé de sujet, on a reparlé cuisine et d'autres banalités. Je ne voulais pas la brusquer ce soir-là, mais j'avais déjà prévu de pousser la conversation plus loin la prochaine fois. Les 2 jours suivants, on n'a pas réussi à se parler. Le 3e jour, je lui ai envoyé un mail disant que mon manager m'avait appelé pour que je reprenne le travail une semaine plus tôt que prévu, avec une prime à la clé. J'ai dit que j'étais contente mais un peu stressée de retourner à la routine. Ça me donnait une bonne excuse pour continuer la conversation tout en gagnant sa confiance. C'est là que j'ai élaboré un nouveau plan. J'ai décidé d'inventer une histoire à raconter à Jane. Je voulais qu'elle croie que je m'étais rapproché d'un collègue à la banque. L'idée était de créer un climat de confiance entre Lucie et elle, pour voir si elle finirait par s'ouvrir à son tour. Surtout si elle me trompait vraiment. Un soir, alors qu'on discutait, Jane m'a demandé pourquoi j'étais si nerveuse à l'idée de retourner au boulot. J'ai répondu, je ne sais pas si je devrais te dire ça, mais j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. J'espère juste que tu ne me jugeras pas. Elle m'a répondu aussitôt, on fait tous des erreurs. On est humain. Qu'est-ce qu'il s'est passé? T'as volé de l'argent à la banque? J'ai ri pour alléger l'ambiance, puis j'ai répondu, non, rien de tout ça. J'ai rencontré quelqu'un au travail. Roberto. On était juste amis au début, mais c'est devenu plus que ça. Je lui ai raconté toute une histoire inventée de toutes pièces. Une liaison qui aurait duré plus d'1 an avec ce fameux Roberto. J'ai expliqué que tout avait commencé par des sorties innocentes après le boulot, puis que c'était devenu plus intime. J'ai dit que j'aimais toujours mon mari, que j'étais perdu, que je ne voulais pas ruiner mon mariage pour une aventure. Jane a tout lu sans m'interrompre, sans poser de questions. Honnêtement, pendant que j'écrivais, je me sentais ridicule. J'étais certain qu'elle n'y croyait pas une seconde. Mais sa réponse m'a pris totalement de court. Elle m'a demandé, « Mais, tu viens d'avoir un bébé. Tu es sûr que le père, c'est bien ton mari ?» J'ai faim d'être bouleversé.
J'ai répondu sincèrement, en restant dans mon personnage, bien sûr, je n'en suis pas certaine, c'est pour ça qu'il ne doit jamais rien savoir. J'ai dit que je me sentais affreusement mal et que je devais arrêter la conversation, que j'étais trop à fleur de peau pour continuer. J'ai terminé la discussion en laissant ce doute planer. Ce soir-là, en entrant dans la cuisine, j'ai vu Jane assise devant la télé. Mais elle ne regardait rien. Son regard était vide, comme si quelque chose de grave la rongeait de l'intérieur. Je me suis assis à côté d'elle, et j'ai pris sa main. Quand elle m'a regardé, j'ai vu que ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. On a échangé quelques mots, puis elle a suggéré qu'on aille se coucher. Cette nuit-là, on a fait l'amour. Ensuite, on est resté dans les bras l'un de l'autre pendant plus d'1 heure avant de s'endormir ensemble. Tandis qu'elle dormait, je repensais à notre mariage, et à tout ce que j'avais fait. Le lendemain, je me suis demandé si cette fausse amitié que j'avais créée en ligne servait vraiment à quelque chose. D'un côté, ça nous avait rapprochés cette nuit-là. Mais d'un autre, je n'avais encore rien découvert de concret. Je me suis dit que je devais peut-être gagner encore plus sa confiance, jusqu'à ce qu'elle se sente suffisamment à l'aise pour confier un secret à Lucie. Le week-end passa sans qu'on échange sur le chat. Mais le lundi, je lui ai envoyé un email depuis le travail, en faisant semblant d'être excité par une soi-disant discussion que j'aurais eue avec Roberto. Ce soir-là, après avoir couché les filles, je suis descendu au sous-sol, j'ai allumé l'ordinateur et attendu que Jane se connecte. Lorsqu'elle est arrivée en ligne, je lui ai écrit avec enthousiasme. « Je suis tellement contente de te parler ce soir. J'ai une super nouvelle à partager. » Jane a répondu en plaisantant. « Laisse-moi deviner. Ça concerne Roberto ? » Alors, j'ai inventé que Roberto était content de reprendre contact avec moi, qu'il semblait encore avoir des sentiments. Elle a lu mon message et a répondu avec un certain scepticisme. « Si c'était vrai, pourquoi il ne t'a jamais appelé ou cherché à te voir pendant tout ce temps ? » J'attendais cette question. J'ai répondu que l'appeler était hors de question, que mon mari avait commencé à se méfier et surveiller les relevés téléphoniques. J'ai ajouté que Roberto ne voulait pas prendre le risque de se faire attraper. On a discuté encore 30 minutes. J'avais beau essayer de faire passer Roberto pour un homme irrésistible, je sentais que Jane n'était pas du tout impressionnée par ce personnage fictif. Le mercredi, Jane s'est reconnectée. Et cette fois, la conversation a pris un tournant inattendu. Après quelques échanges, elle a commencé à se confier, et elle a finalement avoué, elle était impliquée avec un autre homme. Un avocat. Son patron. Il s'appelait Gessan. Marié. Avec un enfant. Mon cœur s'est effondré. J'avais déjà entendu Jane mentionner le nom de Gessan auparavant, mais elle n'en parlait plus depuis des mois. Maintenant, je comprenais pourquoi. D'après elle, tout avait commencé près d'1 an auparavant, lors d'un voyage d'affaires pour une convention à Atlanta. Jusqu'à présent, je croyais que Jane y était allée avec une autre secrétaire. Je me rendais compte maintenant que c'était un mensonge de plus. Jane m'a raconté que, le premier soir à Atlanta, après un dîner de groupe, Gessan l'avait invité à boire un verre au bar de l'hôtel. La soirée s'était terminée dans sa chambre. Le lendemain, elle se sentait coupable, mais malgré tout, ils ont recommencé. Ils ont passé une autre nuit ensemble. De retour à la maison, elle avait pris ses distances avec Gessan pendant quelques semaines, mais avait fini par céder à ses avances. Leur liaison avait repris. Avec le temps, il utilisait le bureau de Gessan, après les heures de travail, pour se retrouver. Puis ils ont commencé à se voir dans un hôtel, 1 fois par semaine. Parfois même plus. Elle m'a avoué que cette relation durait depuis plus d'1 an, et qu'ils se voyaient 3 à 4 fois par semaine. Plus souvent que nous faisions l'amour, elle et moi. La rage que j'ai ressentie en lisant tout ça, c'est indescriptible. Je me suis souvenu de toutes ces fois où Jane avait inventé des excuses pour ne pas être avec moi. Maintenant, je savais que, avec Gessan, elle ne refusait jamais. Toujours partante. Toujours enthousiaste. Je lui ai demandé si elle ressentait quelque chose pour lui. Sa réponse fut immédiate. Non. Je ne l'aime pas. J'aime mon mari. Mais la connexion physique avec Gessan, c'est comme une drogue. Ça m'a anéanti. Comment pouvait-elle dire qu'elle m'aimait tout en trahissant notre famille de façon aussi honteuse? Quand la conversation s'est terminée, j'étais vidé. J'ai dit au revoir en prétextant que mon bébé pleurait et que je devais y aller, promettant qu'on reparlerait dans quelques jours.
J'ai éteint l'ordinateur. Mais dans ma tête, ça bouillonnait. Comment pouvait-elle vivre cette double vie? Dire qu'elle m'aime, s'occuper de nos filles, et en même temps partager quelque chose d'aussi intime avec un autre homme? L'idée que Jason profite du meilleur de Jane pendant que moi, je souffrais en silence, ça m'a rempli de haine. C'est là que j'ai pris ma décision. Je ne lui pardonnerai pas. Notre mariage était terminé. Et la seule vengeance possible, c'était de me battre pour la garde de nos filles. Si Jane perdait ses enfants, ce serait la punition la plus douloureuse qui soit. Mon objectif était désormais clair, divorcer, obtenir la garde exclusive et partir avec les filles, même s'il fallait changer d'état. Jane devait payer pour ce qu'elle avait fait à notre famille. J'avais déjà pris ma décision, j'allais aussi prévenir la femme de Jason de leur liaison. Et je songeais sérieusement à prendre des mesures juridiques contre l'entreprise de Jane, car je sentais que cet environnement avait directement contribué à la destruction de notre mariage. Mais avant tout, il me fallait des preuves concrètes. J'ai continué à agir normalement auprès d'elle, faisant comme si rien n'avait changé, tandis qu'elle continuait de vivre sa double vie sans se rendre compte que ma douleur ne faisait que grandir. 2 jours s'étaient écoulés depuis notre dernière conversation, moi dans la peau de Lucie. Ce matin-là, je lui ai envoyé un email pour lui demander si elle serait disponible pour discuter plus tard. Elle a répondu oui, et on a fixé l'horaire habituel. J'avais une liste de questions prête. Je savais que les réponses allaient me blesser, mais j'avais besoin de savoir ce qu'elle ressentait vraiment pour Jason. Et surtout, quelles étaient ses intentions avec cette relation. Ce soir-là, mon ordinateur était déjà allumé avant même que les filles ne soient couchées. Dès que Jane s'est connectée, je l'ai saluée. Elle a répondu avec soulagement. « Je suis contente de te reparler. Je n'arrête pas de penser à notre dernière discussion. J'espère que ce que j'ai dit ne t'a pas fait me voir autrement. » J'ai répondu rapidement. « Qui suis-je pour te juger? On est humaine. Te parler m'a fait du bien. » Jane a écrit. « Je n'ai personne d'autre à qui parler de ça. D'habitude, je dis tout à mon mari. Mais là, ce sujet est totalement interdit. » Elle a laissé échapper un petit rire nerveux, puis a ajouté. « Tu crois qu'il soupçonne quelque chose? Et toi, t'en penses quoi? » Ai-je demandé. « Non. Il n'a aucune idée. Il me fait confiance à 100%. S'il découvrait la vérité, je perdrais tout. Et quand il est en colère, il peut être très intense. Je ne veux pas le provoquer. » C'était le moment parfait pour poser la question. « Tu m'as dit qu'il avait fait une vasectomie après la naissance de votre dernière fille. T'as pas peur de tomber enceinte de Jason? » Elle a répondu sans hésiter. « Aucun risque. Je prends la pilule depuis le début de mon histoire avec Jason. Et je les cache bien. » Elle m'a même expliqué en détail, elle les prenait chaque matin pendant que son mari prenait sa douche. Ensuite, elle les rangeait dans une boîte à chaussures, dans leur chambre. En lisant ça, j'étais partagé entre le dégoût et la rage. Non seulement elle me trompait, mais en plus, elle s'en vantait auprès de sa copine virtuelle. Alors j'ai posé la vraie question. « Tu penses quitter ton mari pour Jason? » La réponse est arrivée immédiatement. « Non. Jamais. J'aime mon mari. J'aime ma famille. Je ne veux pas les abandonner. » J'étais horrifié par la légèreté avec laquelle elle parlait de sa trahison. On aurait dit qu'elle traitait cette liaison comme un jeu. Comme si elle ne réalisait pas le mal qu'elle causait. J'ai insisté. « Tu ne crois pas que tu négliges ton mari? Il doit se sentir mis à l'écart. » Il y a eu un long silence avant qu'elle réponde. On a encore des moments d'intimité. Moins souvent, c'est vrai. Mais je ne pense pas que ça le dérange. Il sait que je l'aime. Je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai continué à la pousser un peu. Et t'as jamais peur que, avec autant de distance, ils finissent par chercher de l'affection ailleurs? Cette fois, la réponse a mis encore plus de temps à arriver. Non, j'y ai jamais pensé. Tu viens de me faire peur, là. Au fil de la conversation, Jane semblait presque excitée en me racontant qu'elle prévoyait un voyage en Irlande avec Jason. Un projet dont elle ne m'avait jamais parlé à la maison. Ce soir-là, quand on s'est couché, aucun de nous n'a réussi à dormir. J'étais bien trop en colère pour dire quoi que ce soit. Et elle semblait agitée. Elle se tournait dans le lit, encore et encore. J'ai compris qu'elle avait quelque chose sur la conscience,
ou peut-être était-ce simplement l'adrénaline du voyage avec son amant. J'ai décidé que je lui parlerais le lendemain. Le samedi matin, pendant le petit déjeuner dans la cuisine, j'ai abordé le sujet de façon directe. T'as remarqué qu'on est devenus presque étrangers, toi et moi? Avant, on faisait l'amour plusieurs fois par semaine. Là, ça fait presque 2 semaines. Qu'est-ce qu'il se passe? T'as quelqu'un d'autre? Jane s'est figée. Sa fourchette s'est arrêtée en l'air. Elle était visiblement choquée par ma question directe. En 7 ans de mariage, je ne l'avais jamais confrontée comme ça. Après quelques secondes, elle a répondu. Ce que tu dis est extrêmement blessant, Jacques. Chaque fois qu'elle m'appelait Jacques, c'était soit qu'elle était furieuse, soit qu'elle voulait souligner quelque chose. Son regard était plein de reproches. Comment tu peux remettre en question ma loyauté après toutes ces années? Je me démène pour jongler entre boulot et maison. C'est normal que notre vie sexuelle change avec le temps. C'est injuste de me dire ça. J'ai essayé de garder mon calme et j'ai dit. Je t'accuse de rien. Mais t'as changé. Toute cette dernière année, même les filles ont remarqué. Elles ne viennent presque plus te voir quand elles ont un problème. Maintenant, elles viennent me voir. Elle est entrée dans une rage noire. Sa réponse m'a claqué au visage. J'ai que 24 heures dans une journée. Je peux pas tout gérer. Toi aussi, tu pourrais t'impliquer. Mais ensuite, son expression a changé. C'était comme si, tout à coup, elle réalisait ce qu'elle venait de dire. Comme si elle comprenait qu'elle venait, pendant un instant, de considérer ses propres enfants comme un fardeau. Son visage est passé de la colère au regret. Elle s'est levée brusquement, et est partie vers la chambre. J'avais décidé de laisser tomber pour l'instant. Il était clair que toute tentative de discussion serait inutile à ce moment-là. Cet après-midi-là, Jane est sortie faire ses courses habituelles, une routine bien à elle. Mais je soupçonnais qu'elle cherchait plutôt quelque chose de nouveau pour son voyage en Irlande avec Jason. Avec elle hors de la maison et les filles jouant dans leur chambre, j'en ai profité pour chercher les pilules contraceptives qu'elle avait mentionnées à Lucie. Il m'a fallu quelques minutes, mais je les ai finalement trouvées. Exactement là où elle avait dit, cachées dans une vieille boîte à chaussures, dans l'armoire, à l'intérieur d'un petit étui en plastique. Une plaquette était entamée, et plusieurs autres encore scellées. Cela confirmait qu'elle les prenait depuis longtemps, exactement depuis le début de sa liaison avec Jason. Un mélange de tristesse, de colère et de pitié m'a envahi. Comment la femme que j'aimais autant avait-elle pu me trahir de cette façon? Où était passée celle que j'avais épousée 7 ans plus tôt? J'ai tenu cet étui quelques minutes, réfléchissant à l'avenir de notre famille. Il était évident que notre mariage était terminé. Mais je ne pouvais pas laisser mes filles entre les mains de Jane. La tristesse a laissé place au désespoir, puis à un désir incontrôlable de vengeance. Un plan a commencé à germer dans mon esprit. Un plan sombre. Quelque chose que je n'aurais jamais envisagé en temps normal. Mais l'amertume et la rage me dévoraient. Avec précaution, j'ai retiré une pilule de la plaquette et je l'ai emportée avec moi quand j'ai emmené les filles chez ma mère. Ensuite, je suis allé à la pharmacie, où j'ai passé plus d'une demi-heure à chercher ce qu'il me fallait. J'ai acheté 2 types de comprimés, un pour enfants, et un médicament blanc rond utilisé pour les problèmes hépatiques, tous 2 très proches en taille des pilules qu'elle prenait. Ce soir-là, j'ai comparé les comprimés avec les vrais contraceptifs. Les pilules pour enfants étaient presque identiques, juste un peu plus épaisses. J'ai donc remplacé toutes celles en cours d'utilisation par ces faux comprimés. Puis j'ai tout remis à sa place et suis allé récupérer les filles chez ma mère, priant pour qu'elles ne parlent pas de notre visite. Le mardi suivant, Jane m'a dit qu'elle partirait à une conférence, en Irlande, accompagnée d'une collègue sans citer de nom. Pendant son absence, elle n'a pas appelé une seule fois pour prendre des nouvelles des filles. Pas même pour me parler. Comme si rien ne comptait. Le lendemain de son départ, je suis allé à une cabine téléphonique et j'ai appelé son bureau. J'ai demandé à parler à Jason. On m'a dit qu'il était lui aussi en déplacement et ne reviendrait que la semaine suivante. Plus de doute possible, ils étaient ensemble. Quand Jane est rentrée, elle m'a accueilli avec un câlin, comme si de rien n'était. Ce soir-là, après avoir couché les filles, elle m'a emmené dans la chambre et a tenté d'engager un moment intime. J'ai refusé. J'ai dit que j'avais mal à la tête et que j'étais épuisé par le travail. Elle a insisté, s'est montrée aguicheuse, mais j'ai refusé à nouveau. Finalement, elle s'est vexée et m'a tourné le dos.
Je me suis demandé si ce comportement était dû à la culpabilité, peut-être parce qu'elle n'avait pas appelé pendant son voyage, ou si c'était une tentative maladroite de compenser ce qu'elle avait dit à propos des filles. Mais son attitude me semblait fausse. Comme une mise en scène. Pas un vrai désir de se reconnecter. Ça m'a dégoûté. Dans les jours qui ont suivi, j'ai poursuivi nos conversations sous l'identité de Lucie. J'ai fait croire que ma relation avec le fictif Roberto avait repris. J'ai inventé des histoires de rendez-vous torrides pour provoquer Jane, en espérant qu'elle me donne plus de détails sur son aventure avec Jason. Et ça a marché. Jane a commencé à raconter des choses qu'elle faisait avec Jason, des choses qu'elle n'avait jamais faites avec moi. Elle est même allée jusqu'à me donner des astuces et des conseils sur ce que je pourrais essayer avec mon amant. Chaque détail était comme un coup de poignard. Chaque mot contredisait les « je t'aime » qu'elle m'adressait. Pendant ce temps, je surveillais chaque jour la boîte de pilules que j'avais truquée. Je voyais la quantité diminuer, une par une. Sans qu'elle ne soupçonne quoi que ce soit. Quelques semaines après son retour de voyage, Jane a commencé à agir différemment. Elle était plus attentionnée avec moi et les filles. Plus présente, plus affectueuse à la maison. Mais il a suffi de quelques semaines pour que tout bascule. Un après-midi, elle est rentrée du travail visiblement bouleversée. Quand je lui ai demandé ce qu'il se passait, elle a éclaté en sanglots et s'est enfermée dans la chambre. Mes soupçons se confirmaient, elle était enceinte. J'ai découvert qu'elle avait arrêté de prendre les pilules depuis 2 jours, probablement après avoir réalisé qu'elle était enceinte. Calmement, j'ai remplacé les faux comprimés par les vraies pilules que j'avais cachées dans mon bureau, au cas où elle chercherait à vérifier ou à se plaindre de leur efficacité. Les choses ont commencé à devenir incontrôlables très rapidement. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que les conséquences de sa trahison ne lui explosent au visage. Jane, pourtant, n'a rien avoué. Ni la liaison, ni la grossesse. Même quand j'ai tenté de la faire parler. Si elle avait tout confessé à ce moment-là, peut-être que j'aurais envisagé une autre voie. Mais son silence n'a fait que renforcer ma détermination à aller jusqu'au bout de ma vengeance. Toujours souriant en surface, j'ai continué à réunir des preuves. Mon objectif était clair, poursuivre son entreprise en justice pour avoir contribué à l'effondrement de notre mariage. En parallèle, j'étais curieux de savoir si Jane finirait par annoncer sa grossesse à son amie Lucie. Un soir, je l'ai vue sur son ordinateur après avoir couché les filles. Je me suis précipité au sous-sol, j'ai allumé mon PC et me suis connecté pour discuter avec elle. Au cours de notre conversation, elle m'a raconté en détail son voyage à Atlanta. Elle est même allée jusqu'à se vanter de combien elle avait profité de ses jours avec Jason. Elle a admis qu'ils avaient passé la majeure partie du temps en moments intimes. J'en ai profité pour lui demander si elle envisageait de quitter son mari pour Jason. Jane a été catégorique, elle ne me quitterait jamais parce qu'elle m'aimait. Elle a affirmé que sa relation avec Jason n'était que physique, sans la moindre connexion émotionnelle. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est quand elle a dit qu'elle voulait mettre fin à cette liaison et redevenir une épouse dévouée. Pourtant, à aucun moment, elle n'a mentionné la grossesse. Pensait-elle vraiment que tout pourrait revenir à la normale? Qu'un an de trahison et de froideur affective pouvait simplement être effacé. Ce soir-là, pendant que Jane dormait à mes côtés, j'ai compris que nous avions atteint un point de non-retour. Quelque chose devait changer. Et vite. Quelques jours plus tard, Jane a finalement révélé à Lucie qu'elle était enceinte de Jason. Elle a dit qu'ils avaient décidé d'aller dans une clinique privée pour avorter. Elle a expliqué qu'ils partiraient dans 2 semaines, et qu'elle serait absente quelques jours pour récupérer après l'intervention. J'ai enregistré chaque détail de la conversation, en réfléchissant déjà à la manière dont je pourrais l'utiliser contre elle. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé et me suis rendu à la clinique, à environ 1 heure de route. Je me suis fait passer pour le mari de Jane et j'ai pu confirmer le rendez-vous fixé pour le 14 du mois. J'ai même obtenu une confirmation écrite avec le tampon officiel de la clinique. 1 semaine plus tard, alors qu'on dînait, Jane m'a dit qu'elle devait se rendre à une conférence importante, en Irlande. Elle serait absente de nuit. Elle a aussi précisé que ce serait son dernier déplacement professionnel. Je n'ai pas réagi comme elle s'y attendait. Peut-être a-t-elle trouvé mon silence étrange. Mais moi, je savais déjà que sa liaison avec Jason touchait à sa fin. Et le fait d'abandonner les voyages ne faisait que confirmer ça. Le mercredi 14, Jane est partie tôt. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir, puis a pris la route vers l'aéroport dans sa Toyota.
Je savais qu'elle laisserait la voiture là-bas et poursuivrait le voyage avec Jessant dans un autre état. Dès qu'elle est partie, j'ai pris ma voiture et me suis dirigé directement vers la clinique. Je me suis garé dans un endroit stratégique, avec une vue parfaite sur l'entrée. J'ai conduit tranquillement, en respectant les limitations, car je savais qu'ils allaient d'abord se retrouver à l'aéroport. Quand ils sont arrivés, j'ai pu prendre des photos nettes d'eux, entrant ensemble dans la clinique. J'ai attendu qu'ils soient bien à l'intérieur, puis je suis reparti discrètement, sans me faire repérer. 3 jours plus tard, Jane était de retour. Elle avait l'air épuisée, et elle a été surprise de me voir déjà à la maison. Mais à ce stade, tout était prêt. Pendant son voyage, j'avais rencontré mon avocat et m'étais rendu à son cabinet. J'avais demandé une réunion avec le président du cabinet d'avocats où elle travaillait. Je lui ai tout raconté, la liaison, la grossesse, la clinique. J'ai clairement exprimé mon intention de divorcer de Jane, de poursuivre Jessant en justice, et d'engager une procédure contre l'entreprise pour avoir permis une relation entre un supérieur et sa subordonnée. Le président m'a demandé un jour pour consulter le service juridique et ouvrir une enquête interne. Ils ont interrogé d'autres secrétaires, vérifié mes déclarations. Au final, nous sommes parvenus à un accord, le cabinet a accepté de me verser un demi-million de dollars pour éviter un procès, et a licencié à la fois Jessant et Jane. Avec tout cela en main, j'ai officiellement déposé la demande de divorce. J'ai également demandé une ordonnance restrictive, interdisant à Jane de s'approcher de moi ou de nos filles pendant toute la procédure. Dans le dossier, j'ai joint une lettre précisant clairement, si elle contestait les conditions du divorce, je me battrais pour obtenir la garde exclusive, et elle n'aurait plus aucun contact avec les filles. Quand Jane est rentrée à la maison, elle ne savait encore rien. « Tu es rentré tôt aujourd'hui ?» m'a-t-elle demandé, surprise. J'ai répondu calmement. J'ai pris un jour de congé. On doit parler. Et c'est aussi pour ça que je ne suis pas allé chercher les filles chez ma mère. Jane a froncé les sourcils, inquiète. Qu'est-ce qui est si grave pour que tu manques le travail? Alors, je lui ai raconté qu'il y a quelques semaines, en changeant une ampoule dans le dressing, j'avais accidentellement fait tomber une boîte, et que son contenu avait attiré mon attention. J'ai posé la boîte à chaussures contenant le distributeur de pilules contraceptives sur la table du salon, et je lui ai demandé des explications. Jane a laissé tomber son sac par terre. Son visage est devenu livide. Pendant un instant, elle avait l'air sincèrement surprise. Mais très vite, son expression s'est changée en panique. Elle s'est laissée tomber sur le canapé, a enfoui son visage dans ses mains, et a commencé à se balancer d'avant en arrière comme une enfant perdue. Elle était véritablement anéantie. Calmement, j'ai poursuivi. Alors, ma fidèle et loyale épouse, tu peux m'expliquer ces pilules? Pourquoi avoir peur de tomber enceinte alors que tu sais très bien que j'ai subi une vasectomie après la naissance de notre deuxième fille? À moins, bien sûr, que tu m'aies trompé. Je peux tout expliquer. A-t-elle dit, la voix tremblante, les yeux pleins de larmes. Elle sanglotait, ses mains tremblaient visiblement. Mais je n'ai pas laissé ses pleurs me détourner de ce que je devais faire. Dis-moi. Tu m'as trompé? Tu m'as été infidèle? Parce que tout indique que oui. Et maintenant, tu crois que tu peux justifier cette trahison? Ma voix était ferme. Non. C'est terminé maintenant. Je t'ai toujours aimé. A-t-elle crié, en larmes. Il doit bien y avoir un moyen de réparer ça. Son visage était noyé de larmes. Comment peux-tu dire que tu m'aimes, alors que tu as eu une liaison? Que tu as brisé nos vœux? Que tu as trahi notre famille? C'est là qu'elle a commencé une confession, une version édulcorée de la vérité. Elle a parlé de sa relation avec Jessant, mais a juré que tout s'était arrêté lors de son dernier voyage professionnel. Elle est restée silencieuse, comme si elle espérait que je croie à ses mensonges. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit. Un voyage professionnel? C'est marrant. Moi, je pensais que ton dernier voyage, c'était pour te rendre dans une clinique, et y subir un avortement. Sa bouche s'est ouverte de stupeur. Ses yeux reflétaient une peur absolue. Oui, Jane. Je sais tout. Mais par hasard, tu voudrais me raconter un détail que j'aurais pu rater? Elle a essayé de répondre, mais aucun mot cohérent ne sortait. Puis, elle s'est enfuie dans la chambre, en larmes. Je suis resté dans le salon, hésitant à la suivre. J'avais peur qu'elle fasse une bêtise. Mais j'ai décidé d'attendre.
Elle est restée enfermée dans la chambre pendant presque 2 heures, à pleurer. Puis elle a pris une douche, et sortit habillée d'une robe longue. Son visage portait les marques de la honte, un véritable poids de souffrance. Elle s'est assise à la table de la cuisine, incapable de me regarder. « Je ne veux pas te perdre. Je ferai tout pour réparer ça, dit-elle d'une voix brisée. Je crois qu'il est déjà trop tard, ma chère, ai-je répondu, repensant à tous ces mois où j'avais tenté de nous reconnecter, pendant qu'elle réservait son affection à Jessant. J'ai fait tout ce que tu demandais. Et malgré ça, tu m'as refusé ce qui m'était dû. Tu as sali l'amour que j'avais pour toi, Jane. Maintenant, il ne reste presque plus rien. » Jane a craqué. Elle a enfoui son visage dans ses bras, posé sur la table. « S'il te plaît. Pardonne-moi. Dis-moi que tu m'aimes encore. » Elle suppliait d'un ton calme. Je l'ai poussée à tout avouer. Je voulais connaître le nom de son amant, comment ils s'étaient rencontrés, ce qu'ils avaient fait ensemble. Jane a finalement tout confessé. Et chaque mot confirmait ce que je savais déjà, la liaison avec Jessant, la grossesse, l'avortement, leur rencontre au cabinet et à l'hôtel. Le reste du week-end s'est déroulé dans un silence pesant. Le lundi matin, Jane a reçu les papiers du divorce au travail. Peu après, le président de l'entreprise l'a convoqué, elle et Jessant, pour leur annoncer qu'ils étaient tous les deux licenciés. L'ordonnance de restriction empêchait Jane de revenir à la maison. Elle m'a appelé à midi. Elle était dévastée. Avant de raccrocher, je l'ai informée que j'apporterais ses affaires chez sa mère, car il n'y avait plus aucune raison pour qu'elle remette un pied chez nous. J'ai changé toutes les serrures. J'ai appris plus tard que Jane avait eu une crise nerveuse après cet appel. Elle a été hospitalisée. 2 semaines plus tard, elle a accepté les conditions du divorce. Nous avons convenu qu'elle pourrait voir les filles quelques heures le samedi, chez ma mère. Quelques mois plus tard, notre mariage a été officiellement dissous. Avec le temps, Jane semblait sombrer dans une dépression. Sa mère m'a dit qu'elle suivait une thérapie, qu'elle avait perdu du poids, et qu'elle ne sortait presque plus. Petit à petit, j'ai permis plus d'accès aux filles, des visites non surveillées, quelques week-ends chez leur grand-mère. Mais quand ma mère a été diagnostiquée d'un cancer, elle ne pouvait plus garder les filles pendant mes horaires de travail. Jane a proposé de s'en occuper. J'ai refusé. J'avais peur des répercussions émotionnelles sur les enfants et d'un éventuel rapprochement imposé. Finalement, j'ai engagé une nounou pour m'aider. 1 an plus tard, j'ai entamé une relation avec Megan, une collègue veuve, sans enfant. Mes filles l'adoraient. Elle venait souvent à la maison, et s'est naturellement imposée comme une figure maternelle. Aujourd'hui, je ne vois presque plus Jane. Je sais qu'elle vit encore chez sa mère. Au fond, j'aimerais ne plus rien savoir d'elle. Mais tant que nos filles ne seront pas majeures, Jane restera cette présence lointaine et indésirable dans ma vie. Quoi qu'il en soit, tant qu'elle ne remettra plus jamais les pieds chez moi, je me fiche bien de ce qu'elle fait de sa vie. Commentaire Monsieur Reddit. Ah oui, bien sûr, elle aimait son mari. Elle a juste oublié de le dire à son amant, au médecin de la clinique et à ses pilules contraceptives. Rien ne dit amour sincère comme des hôtels discrets, des mensonges bien rodés et un petit avortement en cachette. Mais bon, au moins elle veut encore voir ses filles le samedi. Quelle grande âme, vraiment.